Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Éco-Politique diffusée chaque mercredi sur les antennes de Canal King Télévision. Et je dis bonjour à vous tous qui nous suivez, cette fois-ci le jeudi, en rediffusion toujours sur la même chaîne Canal King Télévision, la télé vérité. Nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur l'application Vodacom. Vous pouvez suivre les émissions comme vous voulez en live, en continu. Et bien ce soir, je reçois une grande dame de milieu politique. Elle est très jeune mais très ambitieuse, qui a beaucoup de vision de la République démocratique du Congo. C'est Madame Cynthia Koudra, CGA du parti Front pour l'intégration sociale, FIS en sigle, avec qui nous allons devoir échanger sur la politique sur la République démocratique du Congo. Madame Cynthia, bonsoir, vous allez bien? Ça va, merci, bonsoir. C'est quand même un plaisir de vous revoir, je crois que c'est la troisième fois. Plus que ça, je pense. Ah ouais, beaucoup de souhaits des téléspectateurs de vous revoir de temps en temps. Ils sont très émus quand ils me regardent avec la pensée, la vision des jeunes. Et ils encouragent. Je crois que vous avez des messages par moment. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement. Je les remercie pour le soutien et surtout beaucoup d'encouragement, de continuer dans la lutte et que ça finira par payer. Vous êtes du Front pour l'intégration sociale. Vous êtes aussi juriste, je crois. Oui, je suis juriste de formation. Comment je porte le parti d'abord? Le parti, ça va. Je pense qu'on va petit à petit, lentement mais sûrement, on va commencer à s'aligner, se préparer pour les échéances. Je passe souvent à la télévision, on sensibilise les jeunes pour leur engagement. D'abord, ça commence par l'engagement, déjà dans les partis politiques. Il faut qu'ils osent, etc. Et puis, le moment venu, on va encadrer, on va sensibiliser, et puis on va s'aligner au niveau des élections. Et si on a des moyens, on le fera un peu partout. Une année et demie après, pratiquement 2 ans après les élections, ici en RDC, nous sommes toujours dans la zone des turbulences. Donc vous voyez de quoi je veux dire. Donc ça tangue pas, mais ça vacille. On décolle pas. Alors c'est quand même assez grave. Nous allons commencer par le dossier assez sensible aussi, la rentrée scolaire. Jusqu'à présent, il y a des écoles où on étudie, mais la plupart des écoles de l'État, les élèves y vont. Il n'y a pas de cours, quoi. Il n'y a pas même de frais de fonctionnement. L'université, la rentrée académique, c'était le 15 octobre. Mais jusqu'à présent, on sent rien. C'est comme s'il y avait de l'impréparation dans cette gratuité. Et ça fait peur parce que 8 mois que les enfants sont restés à la maison, c'est quand même drôle quand même. Tout à fait. Moi, je pense qu'on a eu à faire plusieurs fois des émissions où vous avez... Quand le chef de l'État avait annoncé cette gratuité, j'ai eu à vous dire que c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se budgétise. Lorsque vous dites gratuité de l'enseignement, il y a plusieurs implications. Il faut payer les professeurs. Il faut recenser les écoles. Oui, d'abord, il y a les écoles. Il y en a combien? Si vous dites que maintenant on va rendre l'école gratuite, si vous voulez, ça veut dire que les élèves qui n'ont jamais été scolarisés vont être scolarisés. Donc, c'est-à-dire l'effectif va augmenter. Donc, il faudra peut-être construire des nouvelles écoles. Il faudra... à travers la République. À travers la République, pas seulement Kinshasa, au niveau même des frontières. Il faut des méthodes didactiques, c'est-à-dire il y a des enfants, des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, il faut les mettre à niveau, il faut penser à tout ça. Les enseignants, ceux qui vont enseigner, doivent être payés, doivent être motivés. Donc, il y a toute une logistique, en fait, à laquelle il faut penser, et à mon avis, à laquelle on n'a pas pensé. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour la mise en œuvre, en fait, de la gratuité d'enseignement. Mais c'était ça aussi le socle, en fait, du mandat du président Félix Tshisekedi, la gratuité. Il a pratiquement 2 ans. Nous restons dans la logique qui reste 2 ans, parce qu'il y a eu une année, on prépare les élections. C'est un danger aussi. Oui, mais ce sont des choses qui se préparent. Donc il ne faut pas qu'on soit dans juste des effets d'annonce. Ou des euphories. Oui, des euphories, ou dans la démagogie. Ça se prépare. L'éducation, c'est le socle. Vous savez, c'est vraiment... si vous voulez qu'un pays se développe, parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de demain, donc il faut investir dans leur éducation, effectivement. Il faut investir dans leur formation. Il faut investir aussi sur ceux qui les forment. Rassurer les parents aussi. Oui, rassurer les parents, mais surtout les professeurs qui forment ces élèves-là. Il faut investir en eux pour qu'il y ait la qualité de l'enseignement, parce que la gratuité, c'est pas seulement la gratuité, mais il y a la qualité de l'enseignement aussi qui est très importante. Donc, il faut penser à tout ça, il faut budgétiser, et j'ai l'impression, parce que là, il y a le problème, les enseignants ne sont pas payés, les problèmes de fonctionnement. Les problèmes des frais de fonctionnement, donc ça serait très compliqué. Comment voulez-vous que les professeurs soient motivés s'ils ne sont pas payés? Du coup, c'est les élèves qui vont en pâtir, donc c'est très compliqué. Donc on a déjà fait 8 mois de confinement, c'est ça? Oui, pratiquement. Oui, pour les élèves, on fait depuis mars. Oui, ils sont en vacances, ça fait pratiquement 8 mois. La rentrée a été annoncée pour le 14, le mois d'octobre. 14, le 19, je sais pas. Au début, là. Au début, le 12. Le 12, c'est le 12, voilà, le 12.
Et il y a des difficultés, effectivement, au niveau des écoles publiques. Donc ça ne suit pas, en fait, ça ne suit pas. Donc, nous sommes dans une situation de fête. Nous y sommes, c'est la rentrée scolaire, on fait comment? Mais le Premier ministre aussi, est-ce qu'il ne pourrait pas un peu donner la situation? Parce que quand le président de la République annonce comme ça, au niveau de l'exécution, le Premier ministre doit réfléchir, en fait, les moyens. Oui, il faut mobiliser les fonds maintenant. Alors moi, je ne peux pas vous donner la réponse, parce que moi, je n'ai pas les données. Donc ceux qui sont habilités à le faire, le Premier ministre, le ministre de l'EPSP aussi, pour donner un petit peu la situation. Hein, quelle est la situation? Comment ça va se passer? Est-ce que finalement les enfants ne vont pas pouvoir étudier? Ils vont rester à la maison? Donc, moi, je n'ai pas ces données-là. Mais c'est au gouvernement de dire, et lui de dire la vérité, d'être sincère. Ah, bien sûr, et si ça ne va pas fonctionner, ben ça ne va pas fonctionner, qu'on le dise aussi. Qu'on gagne du temps. On gagne du temps, on dit, bon, on va essayer de mieux préparer ça, peut-être pour, je ne sais pas, voilà, l'année prochaine ou dans 2 ans, mais il faut être sincère. Parce que ça ne sert à rien de. Parce que de toute façon, dans l'effectivité, on saura si oui ou non c'est effectif ou pas. Déjà que l'année passée, les élèves n'ont pas vraiment étudié pendant, je crois, 9 à 10 mois. Il y a eu l'interruption sur le plan mondial à cause de la pandémie. Et cette année, on espère que les enfants doivent normalement étudier. Mais déjà, le départ est assez biaisé. C'est assez biaisé. Et puis, je n'arrive pas à comprendre que le Premier ministre, qui est lui-même un professeur, il ne dit jamais rien, même pour, pas seulement pour les élèves, même pour... là, ce n'est pas la gratuité, mais pour la rentrée académique universitaire de ceux qui étudient encore, comment ça va se passer. Il ne parle jamais. Les universités ont été fermées, il nous dit rien. Alors que c'est pas un professeur. Moi, je ne comprends pas la folie, en fait, du Premier ministre. Franchement, je ne comprends pas. Donc, c'est très compliqué, le pays, parce que ceux qui sont supposés communiquer sur les défis, les questions ne le font pas. Donc, du coup, c'est difficile de donner même son avis. Oui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que... Dans quelques jours, nous allons pratiquement entrer au mois de novembre. Et là, c'est pratiquement la fin de l'année. Plusieurs écoles, il n'y a pas de cours. On ne sait pas comment les choses vont marcher. Le message est passé. L'actualité, c'est aussi le dossier des juges. Oui, le dossier des juges. Beaucoup de choses se sont racontées. Oui. La procédure, il fallait que ça se fasse au niveau devant les sénateurs et les députés. Le chef d'État devait prendre acte, mais le FCC, à la dernière minute, après l'investiture, il y a eu un communiqué, vous avez suivi, qui dit qu'ils ne reconnaissent pas cette histoire des juges. Pendant ce temps, de l'autre côté, on dit que bon, ce sont les juges qui doivent normalement travailler, faire leur travail sans problème. Chacun veut tirer le drap de son côté. Quelle est la vision que vous avez eue par rapport à ce dossier? Ma lecture, moi déjà, j'aimerais vous poser la question. Quel est le statut juridique du FCC? Ça commence par là. Déjà, c'est assez flou. Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est un regroupement politique? Plateforme. C'est quoi? Partant de là, les peuples peuvent dire, ça c'est votre avis, ça ne concerne pas ça. Ça commence par là. Ensuite, de ce que moi je sais, parce qu'il faut savoir, le FCC revendique quoi ou conteste quoi exactement. De ce que moi je sais, s'il conteste le fait qu'il y ait des juges, par exemple, qui n'aient pas pu proposer au niveau, parce que la Constitution dit sur les 9 juges qui doivent être nommés au niveau de la Cour constitutionnelle, pardon, il y en a 3 qui sont proposés à l'initiative du chef de l'État, il y en a 3 qui sont proposés à l'initiative du Parlement réuni en congrès, et il y en a 3 qui doivent être proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est les prescrits de la Constitution. Maintenant, si on dit qu'au niveau, il y a 3, par exemple, pour le cas des parlements réunis en congrès qui n'ont pas été désignés selon cette procédure-là, ça, c'est autre chose. Donc, moi, j'aimerais comprendre quelles sont les revendications exactes du FCC. Ensuite, moi, j'ai un problème au niveau de l'attitude de ceux qui représentent les institutions. L'approche, en fait. Le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, par exemple, la présidente... Madame Mapunda. Ce sont des personnes qui incarnent, qui représentent une institution. Il y a une attitude. Parce que c'est pas une institution du FCC, ni de l'UDPS, ce sont des institutions de la République. De la République. Donc il y a une attitude. Déjà au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, les présidents ont un droit de réserve. Ce n'est pas dans leur prérogative que de commenter, par exemple, la politique gouvernementale ou même il faut vraiment des réserves. Là, je tiens à le dire. Oui, ils sont liés par un droit de réserve. Ensuite, de par leur travail, leur poste. Oui, c'est ça. Ils représentent une institution. Donc, on ne peut pas se comporter avec des humeurs. On emporte les clés de la primature, on rentre chez soi, on emporte comme les si clés du Sénat. Ça ne se vous. passe pas comme ça, à mon avis. À mon avis. Dans un pays sérieux, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, de toute façon, si on n'est pas d'accord avec le président de la République, on n'est pas obligé de continuer à occuper ces fonctions-là. Ici, par exemple, il y a par exemple une cérémonie dans laquelle
le Premier ministre, sa présence est requise, par exemple. Et le Premier ministre n'est pas là parce qu'il n'est pas d'accord avec le chef d'État. Normalement, on peut révoquer un Premier ministre comme ça. Malheureusement, et puis aussi démissionner par galanterie. Tout à fait, ou démissionner, parce qu'il estime qu'il n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on n'a pas à prendre les clés de la nature. On part, on s'en va, on reste chez soi, non, moi je bouge. Ça ne se passe pas comme ça. Le problème, c'est que le président de la République n'a pas les pouvoirs constitutionnels de révoquer un Premier ministre. Donc il faudrait que lui démissionne s'il estime qu'il n'est pas d'accord. Idem pour les autres également. Pour les autres également. Pour les autres également. Ça, c'est là où je voulais attirer l'attention parce que ça donne une image vraiment assez désastreuse et on a l'impression qu'effectivement c'est le désordre au niveau des institutions. Il n'y a pas de galanterie politique. Non, mais il n'y a pas. Le président initie une démarche, le Premier ministre il fait ce qu'il veut, les présidents des chambres aussi ils font ce qu'ils veulent. C'est très compliqué. Donc il n'y a pas, pour l'image du pays, ça ne va pas. Donc moi je pense que quand on n'est pas d'accord, eh bien on rend le tablier tout simplement. Vous avez toujours on ne peut pas prendre le pays en otage comme ça. Vous avez toujours dénoncé cette alliance avec le FCC, vous avez toujours dit depuis que le début, c'est déjà, oui, je rappelle aux téléspectateurs. Pour moi c'est la dissolution. Vous avez toujours prôné la dissolution, même bien avant, nous allons y revenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le FCC, en fait, partenaire du cash, oui. Ont pratiquement sabordé les efforts du chef de l'État. Oui, il faut le dire clairement. En fait, le chef de l'État, il est pris entre deux feux. Si vous lisez bien les événements, il est pris entre ses alliances, ses partenariats, donc c'est le cash avec le FCC, entre autres, et les obligations constitutionnelles. Il est entre les deux. Donc, il représente en fait le peuple congolais. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai qu'il y a des accords, mais à un moment donné, les accords ne sont pas au-dessus de la Constitution, parce que lui, il est le garant de la Constitution. Il a prêté serment. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire être le garant? Ça veut dire qu'il est la garantie de la bonne marche des institutions. Lui, à lui tout seul. Donc il veille sur ça. C'est ça l'institution du président de la République. Il veille sur ça. Il veille sur la bonne marche des institutions. Vous voyez? Donc à un moment donné, et ensuite, il est en plein mandat. Dans 2 ans, 3 ans, il devra rendre compte. Dans 2 ans, parce qu'une année, il faut préparer les élections. Dans 2 ans, oui, on dit 2 ans, il va devoir rendre compte. Il a une obligation des résultats. Il va devoir défendre un bilan. Donc, il arrive à un moment donné, le choix sera clair. Parce qu'il va devoir rendre compte. Donc, et je pense que c'est le sens de son discours, effectivement. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Effectivement. Nous allons revenir. Parce qu'à un moment donné, les intérêts du peuple priment sur les alliances. On n'a pas le choix. Parce qu'il va devoir défendre son bilan à un moment donné. Et on lui dira, oui, mais pourquoi tu n'as pas dissolu? Pardon, tu n'as pas. C'est à lui de défendre. Maintenant, on ne parlera pas de partenaires. Pourquoi tu n'avais pas dissous le Parlement quand il... Mais alors, je comprends qu'il y a peut-être des difficultés parce que la Constitution dit lorsqu'on dissout le Parlement, il faut convoquer le scrutin dans les 60 jours. Peut-être qu'il y a pas mal de moyens au niveau de truc. Et donc, je pense qu'à défaut de dissoudre... Il est en train de réfléchir aussi. Exactement. À recomposer peut-être une espèce de majorité présidentielle, je ne sais pas comment on va appeler ça, pour qu'il ait les pleins pouvoirs. Et revoir aussi la CENI. Oui, aussi. Et donc c'est un petit peu ça. Mais moi, je pense que la dissolution, je pense que dans le mot dissolution, il y a la solution et dedans. Donc pour moi, la dissolution, c'est la solution. La solution. Donc pour moi, c'est ça. Nous allons vérifier comment les choses vont évoluer. Le ministre Robert Roy a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. Il est passé pendant plus de 5 heures. Il s'est justifié concernant le dossier de Minembwe, oui. Où il y a beaucoup d'incompréhension dans ce dossier. Les populations se sont levées pour dire non. Oui. Minembwe ne partira pas. Minembwe, c'est la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les débats. Oui. En fait, c'est le départ qui était biaisé ou c'est peut-être les textes qui ont été mal présentés. Minembwe ou toute la partie... D'abord, c'est une question sensible. Donc, je ne suis pas spécialiste de Minembwe, mais je vais quand même dire ce que moi je pense. Qu'il s'agisse de Minembwe, qu'il s'agisse de la partie Est, cette partie-là, il y a toujours eu des velléités de balkanisation. Depuis. On peut même aller plus loin et dire que le pays est occupé. Il faut appeler un chat par un chat. Moi, j'assume ce que je dis. Le pays est occupé. Il y a beaucoup de Congolais qui partent de là aussi, qui partent dans notre programme parce qu'ils sont malmenés sur place. La question qui se pose ici, c'est quel est l'agenda politique derrière le dossier de Minembwe? Nous avons un ministre qui est toujours reconduit à chaque remaniement, toujours Décentralisation.
il y a quand même, à un moment donné, on se pose la question, mais quel est le but, quel est l'objectif là-bas? Est-ce qu'il est vraiment le ministre de la décentralisation ou est-ce que c'est le ministre de la balkanisation? On peut se poser cette question. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi toujours... Décentralisation, balkanisation. Oui, il faut qu'on voit clair. Qu'on voit clair dessus. Je comprends la logique. Voilà, donc, ouais. Moi, c'est la question que je me pose. Et pourquoi c'est toujours Azarias, Robérois? Parce que c'est un territoire du Congo. Vous pouvez aussi occuper ce poste-là. Pourquoi est-ce que c'est un Rwandais qui occupe toujours ce poste-là et pour les objectifs que moi, j'aimerais bien connaître? Ensuite, pour moi, le problème, c'est, je vous ai dit, c'est l'occupation. Les Banyamulenge, ce ne sont pas des Congolais. Je n'apprends rien à personne quand je le dis. Vous restez dans les écrits, en fait. Non, d'un point de vue... Dans l'histoire, en fait. D'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique, anthropologique, ils ne sont pas Congolais. Ok, je vois. Ils ne sont pas Congolais, il faut dire les choses. Il n'y a aucune ethnie de Banyamulenge au Congo, ni au Burundi, ni au Rwanda. Il n'y en a aucune. Je l'affirme et je le dis avec certitude, il n'y en a pas. Ce sont des réfugiés qui sont venus par vagues successives. Moi, je dans le passé, en fait. Oui, dans le passé. Je pense que la première vague, c'était entre 46 et 47. Ils sont arrivés... Avant l'indépendance. Oui, avant l'indépendance, ils sont arrivés. Et puis, il y a eu d'autres vagues. Il y a même des documentaires belges là-dessus, sur leur arrivée, les premières arrivées. Donc, ce sont des étrangers. Un étranger, quand il arrive, on peut lui accorder la nationalité. On peut. L'État congolais peut. Ce n'est pas une obligation. De la même façon que les Congolais qui vont à l'étranger, n'est-ce pas? Ils vivent des années là-bas. Il y a des statuts bien appropriés. Moi, j'ai vécu en Europe pendant longtemps, etc. Voilà, vous vivez là-bas. Avec des statuts spécifiques. Oui, vous pouvez être réfugié politique ou simple réfugié, il y a des statuts. L'État maintenant qui vous accueille peut vous accorder, en ayant rempli des conditions bien précises, on peut vous accorder la nationalité. Et puis la demande, elle est individuelle, ce n'est pas une nationalité collective. Il y a l'intégration aussi qui est vraiment... Voilà, il faut s'intégrer, il faut avoir vécu là-bas autant d'années, etc., etc. Donc on peut maintenant vous accorder. La nationalité, elle s'accorde, elle s'obtient soit par le sang, soit par le droit de sol. Étant réfugié, vous êtes d'accord que si on devait leur accorder la nationalité, par exemple, ce serait un droit de sol. Ce n'est pas un droit de sang. Par conséquent, ce qui est quand même assez fragile. Ils ne sont pas congolais d'origine. Ce qu'on entend par congolais d'origine, comme le dit très bien la Constitution, vous devez avoir une appartenance ethnique, donc une ethnie appartenir à une représentée qui a existé, qui existe ou qui a existé à partir de l'indépendance du pays. Donc à partir de 1960, toutes les ethnies qui ont composé la RDC, si vous en faites partie, vous êtes congolais d'origine. Un Congolais d'origine maintenant a un droit, donc il est Congolais de sang. Et lui a un droit aussi de sang. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas il bénéficie des deux avantages. Oui, parce qu'il est Congolais de sang. Donc il a cette appartenance ethnique, il a cette filiation-là. Et donc il est descendant, il y a une filiation ancestrale. Bien sûr. Donc il peut revendiquer des terres, il est chez lui. Mais un étranger il est dans ses droits. Ne peut pas revendiquer des terres ancestrales. C'est pas possible. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, donc ils ne sont pas des Congolais, ils ne sont pas des Congolais, ce sont des Tutsis rwandais, il faut dire les choses. Bien sûr. Telles que ce président. Donc ils ne peuvent pas venir dire aujourd'hui, voilà. Nous revendiquons historiquement, ce sont des terres ancestrales. Je vous donne l'exemple pour que les gens comprennent bien. Nous, quand on parle, nous avons été en Europe. Demain, vous pouvez aller en Europe, en France. Vous avez la nationalité française. L'État français vous donne la nationalité. Sur le plan du droit, vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un Français. Ça, c'est sur le droit. Fraternité, égalité. Voilà. Maintenant, sur le plan historique, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, vous n'êtes quand même pas les descendants des Celtes, Mario. Vous êtes Bantou. Vous n'êtes pas un Gaulois, vous n'êtes pas Celte. Donc, vous ne pouvez pas arriver en France et dire, moi, je veux la Corse. Ou les Congolais qui vivent en Bretagne ou en Corse dire... Non, il y a une forte communauté ici depuis. Par exemple, oui, nous estimons que nous voulons la Corse... C'est un discours qui ne passe pas. Même sur le plan constitutionnel, ça passe. C'est de la rébellion. De quel droit, oui, de quel droit est-ce que c'est l'occupation? De quel droit est-ce que nous les Congolais, par exemple, vivons en Belgique, on peut revendiquer la Bretagne, la Corse, je ne sais pas moi, l'Alsace, la Lorraine, de quel droit? Nous ne sommes pas des Gaulois, nous ne sommes pas des Celtes, nous ne sommes pas des descendants des Francs, des Mérovingiens, etc., Non. Mais sur le plan du droit, quand on vous accorde cette nationalité, vous avez les mêmes droits.
Vous avez le droit de vote, vous avez le droit... De la même façon que l'État français va traiter un Français de souche, il va vous traiter de la même façon également, en principe. Hein, sur le plan du droit, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour rejoindre la question sur l'état de... Enfin, le problème de Guinée. C'est la même chose. Ils n'ont pas le droit de sol là-bas. Et même la nationalité, ça ne se déclare pas comme ça, ça ne se décrète pas que nous sommes des Congolais. Non, la nationalité s'accorde. Et c'est une démarche individuelle, c'est une demande individuelle et l'État va analyser, etc. Ok, on vous le donne, on vous la donne, on vous la donne. Et puis on peut déchoir quelqu'un aussi de la nationalité. Ah, bien sûr. En France, il y a des propositions contre, par rapport aux djihadistes. Il y a des propositions. Si vous vous retournez contre le pays, on peut vous enlever cette nationalité-là parce que vous vous retournez contre le pays qui vous a accueilli. Et puis, je signale quand même qu'ils sont dans l'armée, ils sont dans les institutions. Ils sont dans les affaires. Moi, j'aimerais bien savoir si nous, les Congolais, on a la même représentativité chez eux là-bas. Non. Donc, quand même, on a fait plus qu'il en fallait. Et donc, il faut quand même garder la mesure. On ne peut pas commencer à venir nous arracher les terres et dire oui, nous, c'est à nous. Non. Vous êtes des intellectuels ici en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à réfléchir de la sorte, à penser, à vouloir que les choses puissent changer. Oui. Mais ce qui est quand même étonnant, cette histoire dure dans le temps. On n'a pas encore des solutions pour essayer de trouver quelque chose de fiable pour terminer avec ce dossier de l'occupation de l'Est. Qu'est-ce qui se passe au niveau interne? Il y a des collabos. Donc des gens qui estiment que ça doit rester comme ça. Il y a des collabos. Je ne peux pas dire, je ne peux pas être plus clair que ça. Il y a des collabos. Donc, quand on regarde bien les choses, en fait, la situation, elle persiste parce qu'il y a des collabos. Et je vous souviens qu'en France, De Gaulle s'était occupé du général Pétain. Oui, absolument. Des collabos, vous connaissez l'histoire de Gaulle? Je connais l'histoire. Eh bien, voilà. Sous l'occupation allemande, les collabos, vous connaissez le sort. Il y a eu des résistants pendant la guerre, la deuxième guerre. Oui, mais De Gaulle a fait exécuter. Il y a des collabos. Bon, les temps ont vraiment changé. Non, mais ici, on peut les dénoncer parce que, enfin, je ne parle pas de vous, je dis le système. La nation. Le chef de l'État également, il a le devoir, l'obligation de veiller à l'intégrité. De sécuriser les forces. Sinon, c'est la haute trahison. C'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans un pays, dans un état de droit normal, on ne peut pas accepter la collaboration. C'est de la trahison, c'est une trahison. Haute trahison. C'est de la haute trahison. Et c'est comme ça que De Gaulle, quand il y a eu le général Pétain. Avec les Allemands, qui a collaboré avec le gouvernement de Vichy à l'époque. Le gouvernement de Vichy, justement. Je voulais savoir, quand vous avez vu le ministre d'État être interpellé, vous vous êtes dit, enfin, cette fois-ci, les choses ont marché, ou, entre guillemets, comme se le dit, non, c'est de la mascarade. C'est du théâtre. Et le temps qui passe. C'est la mascarade. La question qui se pose, est-ce que c'est nous, les Congolais, on va rester passifs longtemps ou on va se lever un jour pour dire ça suffit? Moi, je pense qu'il y a des fois, il ne faut pas attendre la solution des autres. Et la thèse de la communauté internationale qui soutient cette communauté, vous pensez que c'est nous qui faisons un peu de trop ou il y a moyen? La communauté internationale n'a jamais été avec le Congo. La communauté internationale n'a jamais été du côté de la République ou des intérêts. C'est tout le contraire. Ils ont fait assassiner nos plus grands leaders, ceux qui nous voulaient du bien, ceux qui voulaient développer le pays. Vous allez parler de la communauté internationale? Non. Mais quand il y a guerre d'agression, oui, non, parce que moi je connais quand même bien l'histoire et je sais que dans les grands malheurs de ce pays, la communauté internationale en fait partie, bien évidemment, activement. La guerre d'agression en 1998, 98, c'est les États-Unis étant fait armés là, c'est les États-Unis qui fournissaient les armes au Rwanda, qui ne s'est passé. Ils vont nous dire quoi la communauté internationale? L'assassinat de Lumumba, c'était pas la CIA là-bas avec les Belges? Avec les Belges à l'époque. Et les conséquences, c'est des années après. Il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Il faut compter sur nos propres efforts. Mais tout en étant honnête. Et la communauté internationale, elle ne cherche que ses propres intérêts, pas les intérêts des Congolais. Elle ne cherchera jamais les intérêts de l'État. J'aime bien vous poser cette question. Le Congo, c'est un problème d'homme ou un problème du système? C'est un problème d'homme. Un problème d'homme. C'est un problème. Un problème de profil aussi. C'est un problème d'homme, c'est un problème de profil, c'est un problème de volonté. On ne s'aime pas, on voit que c'est nos propres intérêts, on est des vendus, on est des corrompus. Pour l'argent, on peut vendre le pays. Ça, c'est un petit problème, ça. Ça, c'est nous, les Congolais. Ça, c'est nous, ça. Et les années passent, 60 ans après, donc on patauge. Pour son argent, pour construire
ses maisons et assurer un petit avenir à ses enfants. On va vendre le pays s'il faut qu'on donne aux États. Ça, c'est même pas notre problème. On va vendre, on va faire ce que c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Ça, c'est malheureusement, c'est pour ça que vous voyez qu'on a tout. Le jour où on aura des dirigeants responsables, vous verrez que les choses vont aller. Vous verrez que les choses vont aller. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Brazzaville, Serge Guembi, Yann Opa, Madame Claudine Canon. Nous avons des messages. Beaucoup de téléspectateurs de Brazzaville, nous vous remercions. Et sur les réseaux sociaux, en Belgique, en France, au Canada, Didier Mbouyi, Albert, je vous salue. Bref, en Afrique du Sud, à travers le monde, c'est votre émission. Et Compol qui reçoit Madame Cynthia Koudoura, elle est du parti FIS, Front pour l'intégration sociale juriste, avec qui nous sommes en train de débattre. Ouais, vous êtes du CACH, allié du CACH. Nous sommes en train d'échanger sur la politique ici en République démocratique. Comme vous avez entendu, il y a vraiment des dossiers assez compliqués où jusqu'à présent, les solutions semblent être un peu assez compliquées. Le chef de l'État a réagi, il a parlé. Je vous ai reçu, je crois, à 2 reprises. À chaque fois, vous avez demandé la dissolution du Parlement. Vous avez toujours été contre cette alliance avec le FCC. Et aujourd'hui, à l'entendre, on se rend compte que c'est comme s'il y a déjà rupture avec nos partenaires FCC. Vous, personnellement, ça vous a rassuré? Pour que je sois rassurée, j'ai besoin de voir la suite des événements. Mais déjà, le geste posé. Le geste posé montre tout quand il dit qu'un groupe, enfin, des personnes ne peut pas prendre en otage l'intérêt l'intérêt de quelques personnes ne peut pas primer sur... C'est ce que je vous disais juste au début de l'émission. En fait, le discours il y a 2 jours, en fait, montre tout simplement qu'il y a une crise politique, en fait, dans la coalition. Dans la coalition. Le peuple ne connaît pas exactement les termes du deal. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé, ça on ne sait pas. Et comme je vous ai dit, et dans le discours du chef de l'État, vous sentez qui a duré moins de 10 minutes. Oui, 6 minutes, plus ou moins. Il est pris justement entre ses alliances et ce que le peuple attend de lui. Donc il est là-dedans. Il parle des consultations. Et à un moment donné, il dit les intérêts du peuple, va primer. Et quelque part, j'ai envie de dire qu'il n'a pas le choix. Il a un bilan à défendre, dans 2 ans, c'est son il n'a pas le choix, forcé par ses partenaires. Présenter, etc. Non, c'est ça que je dis, les termes. Parce que quand vous avez, si vous avez des accords avec un partenaire, il y a des termes. Donc il est lié par quoi exactement? Très important. Je ne sais pas. Mais en même temps, il ne peut pas oublier le fait qu'il est président de la République et qu'il a prêté serment et qu'il a juré un certain nombre de choses et que le peuple le regarde et qu'il sera comptable dans 2 ans. Quand on parle des consultations, vous savez comment les choses durent ici, on peut dire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ça peut prendre 1 année. Ça fait quand même peur aussi. Quand on s'ouvre comme ça, en plein mandat, c'est pas rassurant. Vous êtes politique, c'est pas rassurant. Je ne sais pas. Moi, je pense que la méthode, je pense que le réduit. Je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est un terme de moyens, peut-être que les élections vont encore coûter extrêmement cher, etc. Moi, je pense que pour être incisif, il faut dissoudre cette assemblée, convoquer un nouveau scrutin et recomposer une nouvelle majorité parlementaire dans laquelle il va pouvoir asseoir véritablement son pouvoir. Parce qu'il est bloqué, il faut dire les choses. Il y a des mal liés. Nous avons parlé de la rentrée scolaire, un problème déjà au début. Il y a un Premier ministre qui ne parle pas déjà, qui est d'une autre audience. Le jour qui voyage très peu même au niveau de la République. Le jour on parle pas de l'extérieur. Tu restes à la maison. Le jour où il dit ne parle pas, c'est très compliqué. Parce que c'est avec le Premier ministre, par exemple, qu'il définit vraiment la politique du pays. En concertation, c'est ce que dit la Constitution. Le Premier ministre a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Il conçoit la politique gouvernementale. Il donne aussi la pulsion avec le Premier ministre. Donc le Premier ministre donne la pulsion de la vision du chef de l'État. Donc si déjà avec le Premier ministre ça ne fonctionne pas, qui a quand même assez duré. Ou le Premier ministre il a notre agenda ou je ne sais pas, comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous que ça fonctionne? Vous faites passer des lois à l'Assemblée, les lois sont bloquées. Les lois sont bloquées parce que c'est ça qui va se passer. Les lois sont bloquées. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas la majorité. Blocage. Gouvernement, vous allez donner des soufflettes, ça fait ça, on bloque. Parlement, on bloque. Et finalement, comment vous allez vous sortir? L'impérium, c'est pas juste être le président de la République, c'est il faut prendre des décisions, vous prenez des lois, on fait ça, c'est le chef qui décide, qui donne l'impulsion et on exécute.
Avec tout ce qui se passe, est-ce que vous êtes sûr qu'en 2023, nous aurons les élections? Si on est sincère envers nous. J'espère qu'on les aura. Il y a beaucoup de défis qui ne sont pas encore relevés. Parce que je vous signale que dans l'opposition, nous avons combattu le non-respect. Ah, bien sûr. De la Constitution. Ah, mais il y a des paramètres extérieurs qui peuvent aussi. Oui, d'accord. Aujourd'hui, il y a un partenaire qui n'était pas fiable, au dire du chef de l'État. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il faut proposer les élections, 60, 90 jours, nous avons les moyens. Il y a le problème de la CENI. Est-ce que c'est toujours avec le fameux M. Nanga où il y a eu beaucoup de problèmes? C'est des dossiers qu'on doit réfléchir. Moi, je pense que le président de la République, ayant été lui-même d'une opposition issue d'une opposition radicale, quand on devient président de la République, il faut faire les choses autrement. C'est aussi ça qu'on attend de lui. D'accord? Donc, ce sont des choses qu'il faut donc voir déjà bien avant, voir comment on peut faire pour ne pas être buté à ces choses-là que nous avons combattues nous-mêmes quand on était dans l'opposition. Justement, pendant des années. Oui, pendant 10 ans, on a fait ça. Oui, on se réveille un matin, non, finalement, on va encore gagner les élections, ça sera dans 2000, je ne sais plus combien, c'était, je ne sais plus, 2016, ça sera 2000, je ne sais plus combien. On a combattu ça, on ne voulait pas des histoires de révision de la Constitution intempestive et tout ça. Donc, nous, on voulait. Maintenant, vous êtes dans les affaires. Oui, on veut faire les choses autrement et montrer c'est quoi gérer. Comment est supposée être la gestion de la République, du Congo, comment est-ce qu'on est supposé le faire? Parce qu'on s'est battu pour ça. Donc moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je ne souhaite vraiment pas. Parce que ça voudra dire que, finalement, c'est du populisme. Finalement, on ne vaut pas mieux que les autres, en fait. Et qu'il était piégé aussi. Je ne sais pas s'il est piégé, mais à un moment donné, il faut s'assumer. Hein. Je pense que... Quand vous regardez le début du président de la République jusqu'à maintenant, vous dites qu'il a réagi au bon moment ou il devait le faire un peu plus tôt? Moi, je pense qu'il devait le faire déjà un peu plus tôt. C'était un mariage déjà que, pour moi, je vous l'ai dit depuis le début, c'était un mariage voué à l'échec. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit, quand vous composez avec des gens qui ont eu à gérer, n'est-ce pas, comme le PPRD, les FCC maintenant pour le moment, ce sont des gens qui portent en eux les germes de la corruption, de la gabegie financière, etc. Donc quand vous travaillez avec eux, moi je ne vois pas comment on peut s'attendre et qu'on a mis justement le FCC à la tête de toutes les institutions. À quel résultat pouvez-vous vous attendre? Avec les moyens, ça c'est les moyens de l'État. C'est très compliqué. Il faut une purge. Je vous ai parlé d'une purge. Il faut une purge générale et vraiment rompre avec les pratiques. Il faut avoir du courage pour faire. Oui, il faut avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage et puis dans beaucoup de secteurs. Hein, même dans sa propre famille politique. Voilà, ça c'est vraiment des... Comme je vais dire, c'est des décisions, vraiment il faut être très fort pour le faire. Oui, mais on lui sera gré. Ça c'est ça le truc. C'est que si le fait... Vous les politiciens ou les populaires? Non, le peuple. Le peuple. Ah, ok, c'est ça la position que je suis politique, je suis peuple aussi. Ouais. Mais je dis, le peuple, on lui sera gré de nous avoir emmenés à ce niveau-là, de nous avoir montré un nouveau Congo, de nous avoir montré une nouvelle façon de gérer le pays, de nous montrer qu'on n'est pas tous pourris, qu'on peut encore avoir des dirigeants dignes de ce monde. Quand il fait... Et nous comptons sur lui pour ça. Le chef d'État qui dit qu'il va consulter, on s'imagine que justement il y aura un remaniement. Nous avons décrié le manque de charisme même du travail du FCC, du Premier ministre. Oui. Mais l'impression que j'ai comme l'impression, l'impression que j'ai, on prend les mêmes, on revient et ce sont les mêmes résultats. Même s'il y a un remaniement. C'est ça le problème. Même s'il y a un remaniement, vous êtes sûr que ce sont ces personnes qui vont aider les Congolais à aller de l'avant? Non. Mais je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des gens compétents. Moi, ou c'est un problème de profil, peut-être. Il y a énormément de jeunes, il y a énormément de Congolais compétents, il y a des Congolaises compétents, il y en a. Mais le problème, c'est ça. Comme il y a des accords, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme accord, alors c'est toujours les mêmes. D'abord, ceux qu'on a chassés qui reviennent en force. Avec les mêmes idées, en fait. Ah oui, peut-être faire pire encore. Les mêmes germes. Hein, ce sont des germes. Hein. C'est des germes. Les germes, c'est pas quelque chose de bien. Ce sont des germes. Ouais, donc c'est la pourriture. Voilà, c'est la pourriture. Donc on revient avec les mêmes pourritures. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme changement? Il n'y en a pas. Donc ça, je dis, il faut renouveler cette classe politique. Mais de fond en avec les jeunes? Avec des jeunes, mais pas seulement jeunes, pas parce qu'on est jeunes, on est compétents, mais des jeunes compétents, des jeunes formés, des techniciens. Il y en a beaucoup dans les partis politiques, les jeunes. Et puis l'éthique. Donc on voit un problème d'éthique ici. La morale, la moralité. C'est que le mal est profond. Le mal est extrêmement profond.
Donc, le problème, pour vous, même s'il y a un remaniement, ça ne rassure pas. Ça ne va pas rassurer, parce qu'on va prendre les mêmes, parce que ce sont les mêmes ambitions, ce sont les mêmes méthodes, qui vont produire les mêmes effets. Donc il n'y a pas une véritable volonté manifeste, en fait, de vraiment provoquer un changement et de travailler pour le pays. Électrochoc, en fait. Il n'y en a pas, c'est ça la vérité. Les femmes au gouvernement, là, on demande la parité, mais en réalité, ce sont des femmes satisfaites. Très peu. D'accord. Elles sont là, la ministre, moi, j'ai jamais entendu la ministre aux Affaires étrangères, même à la télévision comme ça, parler. Je n'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. J'ai au moins la ministre de la fonction publique, je l'ai entendu parler une fois. Mais le reste, je ne sais pas. La ministre de l'économie. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Parce que là, quand vous acceptez, c'est ce que je vous expliquais l'autre fois. Quand on accepte, si vous êtes nommé ministre de l'économie, ministre des finances, ministre du budget, etc., c'est-à-dire qu'il y a une suspicion de technicité qui vous impute. Donc ça suppose que Monsieur Ambango, vous êtes capable, Madame Toutoura, vous êtes capable de résoudre les problèmes économiques du pays. Sinon, on n'accepte pas un poste comme ça. C'est pas juste pour la féminité, on se maquille et puis je sais pas quoi. Non, il faut être à la hauteur des défis. La qualité, la force. Oui, il faut montrer que nous, les femmes, quand on demande la parité, c'est pas juste demander la parité. Non, nous sommes capables, nous avons étudié comme vous les hommes, nous nous battons comme nous les hommes, nous devons mériter nos postes, nos responsabilités, de la même façon que vous vous battez pour vos responsabilités. Il y a eu beaucoup d'efforts, enfin beaucoup de plaisir quand Mme Mabunda est arrivée au niveau du Parlement. Mme Mabunda m'a beaucoup déçu parce que c'était une femme... On pensait que les choses allaient évoluer d'une certaine façon. Là, on se rend compte qu'elle est plus restée dans le tableau du parti politique. C'est ça le problème. Et là encore, ça, en tant que femme, ça a quand même... C'est une femme que j'ai beaucoup admirée pendant un moment parce qu'au niveau de la formation, il n'y a rien à dire, elle est bien formée, mais elle obéit comment dire, il y a elle obéit, si vous voulez, aux intérêts partisans, en fait. C'est ça la vérité. Et politiquement, on se détruit aussi, oui, même si on avait les qualités, les moyens de faire mieux, on se bloque, en fait. Donc, et du coup, c'est là où on se rend compte que, mais à quoi sert d'être bien formé si quand vous arrivez aux fonctions, vous savez que ce que vous faites ici, c'est pas comme ça. Mais vous le faites pour les intérêts, pour l'argent, pour le pouvoir, pour je ne sais pas quoi, pour ceci. C'est ça le problème. Je vous ai dit, le Premier ministre est professeur, non? Il y en a plein dans le gouvernement, il y en a plein. Il connaît ça la matière certainement, mais est-ce que vous sentez là, donc, la volonté de vouloir changer les choses? Le charisme, le dynamisme, l'impulsion, est-ce qu'on sent? On ne sent pas. Pourtant, éminent professeur. Mais le problème, c'est qu'ils sont absorbés, toujours. C'est ça qu'on est. Même quand vous êtes brillant, parce qu'il y a un problème c'est les intérêts. Donc on est absorbé à un moment donné et on ne sait plus briller parce qu'on ne regarde que les intérêts. C'est le parti, c'est l'argent, c'est les intérêts personnels. Donc on ne brille pas parce que le souci n'est plus là-bas en fait. C'est ça le problème. Contrairement à d'autres pays, vous voyez, les ministres brillent, les ministres pétillent, ils sont compétents parce qu'ils travaillent pour le pays et ils font des choses comme on le sait. Juste une petite question, nous allons essayer de réfléchir rapidement parce que nous courons derrière le temps de Dazine. Vous êtes reçu par le chef de l'État, on suppose des consultations, vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous allez dire au chef de l'État? Que je suis une femme compétente, je suis apte, je suis une fille compétente, j'étais bien formée, dans les meilleures écoles, meilleures universités. Je suis une fille intègre, j'ai envie de me battre pour ce pays. Je pense que même si le tableau est sombre, mais il y a quand même de l'espoir. Et je peux faire beaucoup mieux que les 3 quarts des ministres que je vois là. Ça, c'est une certitude. Et la consultation, vous voulez que ça dure combien? 3 semaines? On a parlé un peu le plus vite possible, parce qu'on court derrière le temps, le président doit mais il y a des caprices des hommes politiques, vous savez comment ces gens, ça. Oui, mais pas que les politiques. Il a fait allusion à la société civile, confession religieuse. Même là-bas, il y a des problèmes au niveau des églises. Nous avons pratiquement 2 têtes. Vous avez l'aile Sony et l'aile, il y a déjà des problèmes. Vous voyez un peu de quoi. Mais encore une fois, quand ils se bousculent là-bas, est-ce qu'ils se bousculent vraiment parce que c'est par souci du pays ou c'est juste... C'est toujours ça le problème. Mais moi, je souhaiterais que les consultations ne durent pas. 1 semaine, 2 maximum. Il faut virer les gens un peu vite. Vraiment la purge, c'est le moment. Oui, il faut qu'ils travaillent. À un moment donné, c'est bien, moi j'apprécie beaucoup le fait qu'il communique parce qu'on a eu un président qui ne communiquait pas du tout. Donc il vaut mieux qu'un président qui communique beaucoup que pas assez. Moi je pense que c'est mon point de vue. Donc il y a un moment donné, c'est bien, il communique, mais il va falloir qu'à un moment donné que les choses avancent pour son intérêt et pour l'intérêt du pays. Vous avez par moment l'habitude de sortir et de revenir. L'image que les autres pays africains en Europe prennent de la République démocratique du Congo actuellement, qu'est-ce qu'ils se disent que nous...
On n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on balbutie encore. Oui. C'est même pas qu'on balbutie, c'est que le Congo, nous sommes dans un trou sans fond. Donc on fait que s'enfoncer, il n'y a pas de fond. Et on continue, et on continue. C'est ça le drame. Donc il y a un moment donné, il faut qu'on arrête quand même. Un pays où il y a beaucoup de jeunes qui veulent vraiment... Il faut qu'on arrête et qu'on reconstruise le pays. Ça, c'est ça mon souci. On doit le reconstruire tous ensemble. On doit reconstruire le pays petit à petit. Ça prendra le temps, ça prendra. Mais il faut qu'on ne perde pas espoir. C'est vrai que quand vous voyez comment la politique fonctionne, moi j'ai fait 10 ans d'opposition, j'ai des jours où j'ai failli abandonner, parce que c'est hard. C'est le pays, je vous dis, c'est la tête à l'envers ce pays. Donc, il y a des jours où j'ai dit à mon père, j'arrête, c'est papa qui me... Tu ne peux pas arrêter, tu peux pas... Il est resté ferme. Papa, c'est papa qui a fait en sorte que je garde le cap et me dit que ça finira. C'est un combat au fait. C'est un combat de longue année. Tu ne verras peut-être pas les résultats maintenant, 10 ou 20 ans, mais Cynthia, tu auras les résultats. Voilà. Donc il faut continuer, et moi j'encourage tout le monde. C'est notre souci à tous en fait. Un combat du quotidien. C'est un combat quotidien de tout le monde. Il faut y mettre le sien, chacun à sa manière, mais on doit reconstruire le plan. Et le Congo de demain, en peu de mots, on arrive pratiquement à la fin. J'imagine dans quelques mois, l'année prochaine, il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement avant le mois de décembre, ou qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Et puis le dossier de la CENI, il faut qu'on y pense parce qu'il y a eu beaucoup de pleurs au niveau de la CENI ici. Donc, oui, je pense qu'il faut à nouveau, oui, peut-être avant la fin de cette année, ou au plus tard à la fin de l'année. Vous y croyez? C'est impératif, j'ai envie de dire. On est à 8 mois, je pense, depuis le gouvernement, c'est 8 mois. Est-ce que vous sentez quelque chose, vous? Il n'y a rien. On n'a pas encore déconné, en fait. Donc, moi, je ne perds pas espoir. On soutient le pays, on soutient le chef de l'État, même si on ne partage pas toujours la même conviction. Oui, en fait, c'est la démocratie. Mais c'est notre président, il faut soutenir, lui dire que c'est possible. On va l'accompagner dans cette réforme, en fait. Ça va aller. Merci beaucoup, Madame Cynthia Boudoir. Je crois qu'aujourd'hui, c'était vraiment c'était chaud. Oui. Vous avez dit des choses. Merci. Vous avez remarqué. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions de la part des téléspectateurs à travers le monde. Peut-être que vous allez revenir la semaine prochaine. Dans 2 semaines. On a dit on fait dans 2 semaines. Dans 2 semaines, vous allez revenir pour le temps de voir comment les choses vont évoluer. Merci à vous tous encore une fois qui nous suivez depuis Brazzaville, au Congo central, au Katanga, à Walikale. Il y a même un fan club au niveau de Walikale qui m'ont écrit. Je suis très ravi d'avoir des amis à Walikale là-bas. Chez moi, très ravi vraiment. Merci à toi, Takidi, Mike Amwaka, Samson Ilunga à la réalisation. Encore une fois, merci. Merci à vous. Le Congo nous appartient. On doit travailler pour la République démocratique du Congo. Allez, bye bye.